Qui dit Noël dit film de Noël, Maman j'ai raté l'avion, L'étrange Noël de Monsieur Jack, Le Polar Express, Le Grinch, Harry Potter, les téléfilms de TF1, Love Actually. Love Actually. Love Actually, c'est une comédie romantique britannique sortie en 2003, écrite et réalisée par Richard Curtis. Déjà bien rodé dans le genre, après avoir officié sur les scénarios de 4 mariages et un enterrement, Coup de foudre à Notting Hill et le journal de Bridget Jones. Des œuvres cultes marquées, très marquées, par leur époque. Bonjour, oncle Geoffrey. C'est pas mon oncle du tout, c'est quelqu'un qui insiste pour que je lui donne du oncle Geoffrey pendant qu'il me met la main aux fesses et qu'il me pose la question redoutée par tous les célibataires attardés. Alors, comment vont les amours? Love Actually est ce qu'on appelle un film choral, un film mosaïque où nous suivons non pas une, mais plusieurs histoires d'amour britanniques en pleine période de Noël. Ce qui va permettre au film d'explorer différentes facettes de l'amour dans un décor où tout semble possible pour ses personnages, grâce à la magie de Noël. Je t'aime. Oui. Le film débute avec un narrateur qui explique que quand il sombre dans le pessimisme en pensant à ce qui se passe dans le monde, il imagine la zone d'arrivée de l'aéroport de Londres, un lieu de retrouvailles, de joie simple, de visages émus. Un symbole que notre monde ne baigne pas uniquement dans la haine, mais dans l'amour. Un amour familial, fraternel, romantique, un amour omniprésent. Quand les 2 avions ont frappé les tours jumelles, à ma connaissance, aucun des appels téléphoniques de ces gens qui allaient mourir ne contenait de messages de haine ou de vengeance. C'était tous des messages d'amour. Ah oui, wow, direct. Tu lances un film feel good de Noël et au bout d'une minute 30, boum. Enfin, quand je dis boum, Bref, par la suite, l'histoire décolle et... Mais non, Arnaud, putain, arrête avec les avions! L'histoire se lance et présente rapidement ses personnages. La rockstar sur le retour, Billy, les meilleurs amis, Mark et Peter, l'écrivain, Jamie, le nouveau premier ministre britannique, David, le cadre supérieur, Harry, le tout récent veuf, Daniel, l'enfant rêveur, Sam, le collègue discret, Carl, le jeune homme naïf, Colin, et enfin, John. Une entrée en matière très masculine avec des hommes d'abord mis sous les projecteurs, tandis que les femmes, elles, arrivent ensuite, perçues comme la quête de l'homme. Pourquoi pas l'inverse ? Eh bien parce qu'en 2003, on vivait encore à une époque médiévale où c'était à l'homme de partir en croisade amoureuse, d'obtenir la bénédiction du père et de payer la dot en sac de blé et en chèvre. Dans un deuxième temps, donc, on fait aussi la rencontre de Juliette, l'épouse et amie discrète, Aurélia, la gouvernante portugaise venue travailler en France, Karen, l'épouse et mère dévouée, Nathalie, la nouvelle collaboratrice du Premier ministre, Sarah, la collègue partagée entre amour et responsabilité familiale, et Judy. Alors non, ce n'est pas la conclusion de sa romance avec John, mais bien leur rencontre. Et à propos, comment vous êtes rencontrés tous les deux? Voyelle. 9 lettres. Avec enculage au pluriel. Chacun vivra sa propre histoire, son propre rapport à l'amour, et le film s'amusera à faire se croiser leurs chemins jusqu'à son climax, Noël. Allez, découvrons ou redécouvrons ensemble les romances de Love Actually. En premier lieu, on fait la rencontre de Billy, une rockstar sur le déclin, à qui l'on demande de réinterpréter l'un de ses anciens tubes en chanson de Noël. À ses côtés, Joe, son fidèle manager, témoin de toutes ses frasques depuis des années. Billy déteste cette version édulcorée complètement commerciale de son morceau, qu'il produit néanmoins pour rester dans la course. Même si ce n'est plus lui, plus son univers. Et la campagne publicitaire qui accompagne le tout ne fait qu'empirer les choses. Il doit jouer le jeu, poser avec la nouvelle génération, suivre des codes qu'il ne comprend plus, courir après une gloire passée. Ne serait-ce pas génial si le numéro 1 à Noël cette année ce soit pas un jeune merdeux arrogant, mais un vieux comme moi, ancien toxico qui cherche à faire son comeback à n'importe quel prix, hein? Et pourtant, la reprise qu'il déteste devient un succès. Billy est de retour. Invité à une soirée organisée par Elton John, entouré de filles et de paillettes, il a une révélation. Il réalise que le soir de Noël, c'est un moment qu'on passe avec les gens qu'on aime. Et il a surtout réalisé que parmi tous les gens qu'il aime, c'est Joe, l'amour de sa vie. Ça, c'est une surprise. Quelqu'un qui a toujours été là, qui a évolué avec lui, et qui l'a toujours supporté dans ses excès, comme dans ses échecs. Loin des paillettes, loin de la scène, il passe Noël avec Joe, trouvant enfin son bonheur dans la fidélité et la loyauté, en se pochetronnant tous les deux devant un film porno. Je cite. Finalement, Monsieur Curtis, qu'est-ce qui fait que Billy reste néanmoins un rocker dans l'âme dans sa décision de finir avec Joe? Oh bah écoutez, il reste rebelle, hein. Il refuse les nouveaux codes qui lui sont imposés, il dit fuck au système, à la modernité, et surtout, c'est le seul gay de mon film, si ça c'est pas rock. Pardon?
Non, mais grosso merdo, ce que je voulais dire avec ce personnage, c'est que c'était mieux avant, quoi. Mark est un personnage rempli de surprises, n'en déplaise à son meilleur ami Peter, qui en paye parfois les frais. Après avoir organisé l'enterrement de vie de garçon de Peter, en ayant invité des prostituées brésiliennes qui... Ça aurait été plus sympa si ces nanas n'avaient pas été des mecs. Mark est responsable de filmer son mariage avec Juliette, tout en lui promettant qu'il n'y aura plus de mauvaises surprises. À son retour de sa lune de miel avec Peter, Juliette contacte Mark pour récupérer la cassette du mariage. Mark, toujours froid et distant avec elle, prétend avoir tout effacé par erreur avant de lui raccrocher au nez. Quelques jours plus tard, Juliette décide d'aller directement chez lui pour éclaircir les choses. Elle ne comprend pas pourquoi il la déteste autant et veut simplement apaiser les tensions, devenir amis. Ce que Mark accepte. Et là, surprise. Le mariage de Peter et Juliette, c'est peut-être une piste, on sait jamais. Juliette tombe sur la fameuse cassette. Elle la lance et sur la vidéo, il n'y a qu'elle. Que son visage, que son sourire. Mark ne la déteste pas, il l'aime secrètement, ce qui explique son comportement distant envers la femme de son meilleur ami, je le rappelle. Submergé par la honte, Mark s'enfuit de son propre appartement, laissant Juliette seule et muette face à cette découverte. Il veut faire demi-tour pour lui parler, et finalement non, mais peut-être que oui, et hélas non, et il continue sa fuite en refermant le zip de son gilet sous le drop de la musique Here With Me de Dido. Une scène d'anthologie. C'est avec une effroyable tristesse que nous, spectateurs, faisons face à un homme seul qui déambule dans les rues de Londres, torturé entre ses sentiments amoureux et sa loyauté avec son meilleur ami. Une scène fabuleuse qui, avouons-le, a sans doute dû jouer en la faveur de l'acteur Andrew Lincoln afin qu'il obtienne le rôle du shérif torturé Rick Grimes dans The Walking Dead. La veille de Noël, alors que Peter et Juliette sont tranquillement installés devant la télé, Mark sonne à la porte. Juliette va ouvrir et il lui fait signe de prétexter qu'il s'agit d'une chorale de Noël, pour ne pas éveiller les soupçons de Peter. Mark, visiblement au bout de son courage, se tient là avec une chaîne hi-fi diffusant un chant de Noël et une pile de feuilles A3. Sur chacune d'elles, un message. Sans un mot, il lui déclare ses sentiments, puis une fois sa confession terminée, il tourne les talons. Juliette le rejoint dans la rue, lui dépose un baiser furtif, avant de retourner à l'intérieur. Mark se dit à lui-même « Ça suffit. Ça suffit maintenant. » comme pour dire qu'il peut désormais avancer et se contenter d'aimer en silence la femme de son meilleur ami. Une belle bande de connards ? Et pendant ce temps-là, du côté des sous-intrigues de Love Actually, Colin et les Américaines. Colin a du mal à conclure avec les Britanniques et ça commence sérieusement à le frustrer. Oh non ! Il décide donc de partir aux États-Unis, persuadé que là-bas, les femmes seront moins coincées que les Britanniques et que sa gueule de British fera tout le boulot en moins de 10 secondes. Allez, Colin! À peine arrivé, il tombe sur Stacy, Jenny et Caroline, qui succombent immédiatement à son accent. Elle l'invite chez elle en précisant qu'il n'y a qu'un seul lit et qu'elles n'ont pas assez d'argent pour porter des pyjamas, les obligeant à dormir toutes nues, collées les unes avec les autres pour se réchauffer. Oh, c'est trop triste! Colin passe la nuit avec elle et une quatrième fille, Harriet, débarque même pour rejoindre la partouze. Joyeux Noël, Colin! Colin revient au pays avec Harriet, sourire aux lèvres et plus léger que jamais. Il veut parler de ses couilles! Jamie est un scénariste fou amoureux de sa femme, même quand Tu es fatigué, que tu as une sale gueule. le jour du mariage de Juliette et Peter, sa femme, malade, préfère rester se reposer et lui dit d'y aller seul, ce qu'il fait. Et avant d'enchaîner avec la réception du mariage, Jamie repasse à la maison pour prendre de ses nouvelles, mais tombe sur son frère, censé récupérer des CD. Trop gentil pour se douter de quoi que ce soit, il réalise la vérité en entendant sa femme crier depuis la chambre. Dépêche-toi, j'ai trouvé la boîte de préservatifs, on a le temps de la finir avant que le grenade arrive. Brisé, Jamie fuit, il part s'isoler dans sa maison de campagne au fin fond du sud de la France et se plonge dans l'écriture pour oublier. Là-bas, il fait la rencontre d'Aurélia, sa femme de ménage portugaise qui ne parle ni anglais ni français. Et malgré une communication verbale difficile, Jamie et Aurélia s'apprécient mutuellement. Une relation faite de regards, de maladresse et de gestes simples. Installé devant les tentes, Jamie poursuit l'écriture de son roman comme chaque jour depuis son arrivée en France. Aurélia arrive pour lui apporter un thé, quand soudain, une rafale de vent emporte la moitié de son manuscrit dans l'eau. Sans hésiter, elle se précipite pour aller les récupérer, pendant que Jamie, paniqué, tente de l'en dissuader. Non mais arrêtez, ce n'est pas important. Non mais... vraiment. Si, este mucho importante di plongear dans l'aqua, hein. Oh là là, enormemente di feuillas, hein. Là, aquí.
Tombant sous le charme d'Aurélia en la voyant dans son plus simple appareil, Jamie plonge dans l'eau froide pour la rejoindre, afin, je cite, qu'il ne soit pas perçu comme une lopette à ses yeux. Putain, elle est froide! Trempé, il rentre se réchauffer à l'intérieur de la maison. Et malgré l'absence totale de langue commune, une attirance mutuelle s'installe à la suite de cet instant. Aurélia confie même, en portugais, que la fin de sa journée est le moment le plus triste, parce qu'elle doit le quitter. Et alors que leur lien se confirme, Jamie doit rentrer au Royaume-Uni pour passer Noël avec sa famille, laissant Aurélia derrière lui. Mais à peine arrivé, les bras chargés de cadeaux au milieu de sa très grande famille, il réalise ce qu'il veut vraiment. Faire demi-tour pour retrouver celle qu'il aime. Arrivé à Marseille, il prend un taxi jusqu'à la maison familiale d'Aurélia, tombe sur son père et lui annonce qu'il veut épouser sa fille. Sauf qu'un petit malentendu s'en mêle, c'est la mauvaise sœur qui est à la maison. Ah, c'est drôle parce qu'elle est moche. Et grosse. Waouh. Il finit par retrouver Aurélia sur son lieu de travail et, devant tout le restaurant, lui déclare son amour dans un portugais approximatif, avant de la demander en mariage. Qu'elle accepte. Une romance assez cliché donc à la Pretty Woman, où l'amour peut aussi se trouver dans un univers totalement opposé au nôtre. Et pendant ce temps-là, du côté des sous-intrigues de Love Actually, John Et Judy John et Judy sont tous les deux des doubleurs d'acteurs. Action. Ils font connaissance lors des répétitions de scènes de sexe simulé. Et qu'est-ce que tu penses du nouveau Premier ministre? Ils sont vraiment très professionnels. À poil. John en a ras la casquette des artifices et des faux-semblants du monde du cinéma. Il s'élance et invite Judy à boire un verre le soir de Noël. Ce serait avec joie. John est très content. John et Judy s'embrassent, puis se fiancent et vécurent beaucoup de répétitions de scènes de sexe non simulées. David vient tout juste d'être élu Premier ministre britannique et s'installe au mythique 10 Downing Street. À peine la porte franchie, il rencontre le personnel et, pour nous, dévoile ce qui fera tout son charme, un franc-parler désinvolte. J'ai eu un oncle qui s'appelait Terence. Je l'haïssais, c'était un gros pervers. Mais en ce qui vous concerne, j'ai un excellent feeling. Oh, excellent. Parmi les nouvelles recrues, il y a Nathalie, une jeune employée qui, elle aussi, a son franc-parler, mais disons un peu moins contrôlé que celui du Premier ministre. J'avais le pressentiment que le premier jour j'allais merder comme une conne. Et forcément, elle lui tape dans l'œil. Malgré ses fonctions, qui consistent quand même à diriger un pays, David a bien du mal à faire le premier pas. Ce n'est que quelques jours plus tard qu'il engage vraiment la conversation, histoire de mieux la connaître et surtout de savoir si elle est célibataire. Nathalie lui confie alors qu'elle vient de rompre avec un ex qu'il a trouvé... Il a dit que je devenais obèse. Comment ça, obèse? Qu'aucun homme ne voudrait d'une fille qui a 2 troncs d'arbre à la place des cuisses. Quoi ? Pendant ce temps, le gouvernement de David cherche à renforcer la position du Royaume-Uni face à un président américain arrogant et machiste. Lors de la visite officielle, la tension est palpable. Et tout bascule lorsque David surprend le président en train de flirter lourdement avec Nathalie. Voire l'agresser, posons les termes. Piqué au vif, David prend sa revanche en conférence de presse, en affichant une fermeté inattendue face aux États-Unis. Un discours patriotique salué par tout le pays, même si en coulisses, cette soudaine assurance n'est née que d'un combat d'ego pour une femme. Si le peuple acclame son courage, David, lui, n'a toujours pas celui d'affronter Nathalie. Au contraire, il l'a fait muter dans un autre service, incapable de gérer ce qu'il ressent. Vous connaissez Nathalie qui travaille ici? La petite boulotte? Vous trouvez qu'elle est boulotte? Il y a quand même une certaine corpulence au niveau des cuisses. Et des fesses aussi. Mais bordel, film, arrête! Jusqu'à la veille de Noël, où en ouvrant son courrier, il découvre une carte de vœux de Nathalie. Elle s'excuse pour tout ce qui s'est passé et lui écrit qu'elle lui est dévouée. Ni une ni deux, David part la retrouver. Il arpente les rues maison par maison jusqu'à tomber sur la sienne. Il se retrouve alors embarqué avec toute la famille à la fête de Noël de l'école, où il espère rester discret. Une idylle qui restera très peu de temps secrète, car quand le rideau se lève, le Premier ministre et sa collaboratrice sont en train de s'embrasser devant tout le public. C'est ballot! Et pendant ce temps-là, du côté des sous-intrigues de Love Actually, Sarah et Carl. Sarah est amoureuse du directeur artistique Carl depuis qu'elle est arrivée dans l'entreprise, mais n'a jamais tenté aucune approche. Ça fait plus de 2 ans, meuf. Sarah l'invite, poussée par son patron qui lui dit que tout le monde est au courant de ses sentiments, ainsi que le principal intéressé. Oh, la honte. Sarah va conclure avec Carl, mais au même moment, son frère, mentalement malade, l'appelle sans cesse. Allô. Sarah choisit d'interrompre son moment intime tant attendu avec Carl, et on la retrouve avec son frère agressif malgré lui, à l'hôpital. Aïe. Sarah ne se contentera que d'un simple joyeux Noël de la part de Carl, et appelle en pleurs son frère pour prendre de ses nouvelles. La possibilité d'une vie amoureuse de Sarah est morte ce soir-là. On lui souhaite une bonne dernière... bon courage. En parlant de choses mortes, Daniel, quant à lui, vient de perdre sa femme. C'était pas ma meilleure transition. Et doit élever seul Sam, son beau-fils, complètement fermé depuis le drame. En essayant de le comprendre, Daniel découvre que Sam ne déprime pas. Il est juste amoureux d'une fille de son école, Johanna, la star de la chorale. T'es pas un peu jeune pour être amoureux?
Non? Daniel devient alors son coach sentimental. Apprendre la batterie, préparer le spectacle de Noël, booster sa confiance, tout en réapprenant lui-même à croire à l'amour grâce à Sam. Le soir du spectacle, Sam impressionne tout le monde, puis court à travers l'aéroport pour rattraper Johanna avant son départ. Et au lieu de se prendre une énorme bastos par la sécurité de l'aéroport, alors que le film se déroule clairement en plein climat post-2001, il s'en sort miraculeusement avec un baiser sur la joue de la part de Johanna. Et c'est là que la boucle se boucle. Grâce à Sam, Daniel sort du deuil. Il s'est reconstruit en l'aidant à vivre son premier amour, et Sam lui a prouvé que l'amour ne meurt pas avec une personne. Et cerise sur le pudding, lors de la fête de Noël de l'école, Daniel croise Carol, la mère de l'ami de Sam, interprétée par Claudia Schiffer. Ce qui est bien pratique vu qu'il avait dit plus tôt qu'il resterait fidèle à sa femme, sauf si Claudia Schiffer se présentait, même si dans le film ce n'est pas Claudia Schiffer, mais une autre meuf, interprétée par Claudia Schiffer. Comme quoi, parfois, il suffit de penser très fort à ce qu'on veut. Waouh. Maman? Et pour finir, la fanfic Harry Potter que personne n'avait demandé, Rogue et Trelawney, ou plutôt Harry et Karen, le couple marié qui bat sérieusement de l'aile. Karen est mère au foyer avec leurs 2 enfants pendant que Harry, lui, dirige une agence de design. Et dans cette agence se trouve Mia, sa jeune secrétaire qui lui fait des avances grosses comme les boules de Noël de Colin au début du film. J'imagine que je devrais aller y jeter un petit coup d'œil. Vous devriez. À l'approche des fêtes, Harry achète à Mr Bean un joli collier. Karen tombe sur l'emballage et pense que le cadeau est pour elle. Sauf que le soir de Noël, Harry lui offre un CD ringard, pendant que le fameux collier est destiné à une autre, Mia. Karen comprend instantanément. Elle tient bon devant les enfants pour ne pas ruiner leur Noël, mais à la fête de l'école, elle lui dit clairement ce qu'elle ressent. Harry regrette, Karen souffre. Et le film aurait pu s'arrêter là, sur un divorce évident. Mais non. Dans l'épilogue, ils sont toujours ensemble, pas par amour retrouvé, mais parce que Karen reste pour leurs enfants, malgré la confiance brisée. Bon, force est de constater que Love Actually répond à sa promesse, nous immerger dans une grande mosaïque de romances, avec un montage aux petits oignons qui nous balade d'une histoire à une autre de manière assez organique. Et le film parvient même à mettre la plupart de ses romances sur un pied d'égalité, que ce soit dans leur temps à l'écran ou dans leur évolution. Malgré ça, difficile d'ignorer l'écriture bancale des personnages féminins, la grossophobie qui semble être un thème récurrent chez Richard Curtis, et surtout la quasi-absence de diversité. L'amour est partout, oui, mais surtout chez les blancs avec des femmes qui se sacrifient pour les hommes. Ce qui est assez ironique pour un film qui prétend explorer toutes les formes d'amour en oubliant celles et ceux qui ne sont pas hétéros ou qui ne sont pas blancs. Ça en fait de la matière. Et merde quoi, le film se déroule à Londres, l'une des villes les plus cosmopolites au monde, pas dans le 16e arrondissement parisien. Oui, mais Billy, il est gay et Peter, il est noir. Alors déjà, tout le monde a droit à sa scène d'embrassade comme dans n'importe quel film romantique, sauf Billy. Et j'ai l'intime conviction que sa romance avec Joe tient plus de la blague de fin de film que d'une véritable histoire d'amour assumée. Quant à Peter, il ne sait même pas qu'il est dans un triangle amoureux. C'est la romance de Juliette et Mark, point. Peter, c'est littéralement un buisson dans le décor. Mais, ça serait trop facile de juste critiquer sans mentionner le fait que le bonhomme Richard Curtis a avoué il y a peu des maladresses de boomer dans ses films. Love Actually est symptomatique d'une époque. Je n'ai pas grandi avec ce film et donc forcément mon avis n'est pas biaisé par la nostalgie. Mais je comprends pourquoi des gens l'aiment autant. Ça reste un pot pourri de plein de choses et fatalement, quelque part, ce film arrive à nous parler et à nous toucher à travers ses diverses romances et ses divers personnages. Et puis quand on regarde un film de Noël, aussi vieux soit-il et aussi problématique que soit-il, je pense qu'on s'en bat un peu les couilles. Au fond, Love Actually, c'est un peu le tonton gênant du réveillon. Il dit des choses qui ont mal vieilli, il crée un certain malaise, mais sans lui, Noël n'aurait pas du tout la même saveur. Et c'est peut-être justement pour ça que Love Actually, c'est un pur film de Noël. C'est le tonton des films de Noël.